ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Oh, merci Benji. C'est fantastique. Fantastique. Si réellement comme ça, en fait, on se détend avec le livre. On se détend, on rit un peu. Ouais. Et aussi, il faut savoir que Benji est à son 13e livre. Je ne sais pas si vous êtes au 40e. Très souvent, nous avons des livres en chantier, mais on ne sait pas comment commencer, comment finir. Et écoutez, vous avez des gens ici qui peuvent vous aider à cela. Faites-vous accompagner. Savoir si vous aider. Donc, n'écrivez pas 20 livres pour vous-même. On veut vous lire aussi. Merci beaucoup. Pasteur, moi j'ai une question. Je me posais la question de savoir, parce qu'on a parlé du réseaux sociaux, la technologie en général. Alors, je veux savoir si la technologie n'est pas un frein dans le domaine de la littérature, parce que c'est vrai qu'il existe beaucoup de bibliothèques ici à Kinshasa. Je me dis, la technologie, aujourd'hui, on a tout dans notre téléphone, on a la Bible, on a les agendas aussi, on a les dictionnaires, il y a aussi de livres électroniques, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça nous aide parce qu'il y a ces livres de 13, 20 pages, faciles à lire, on l'a dans le sac, on a du temps libre, on ouvre le téléphone, on lit. Alors, la technologie, d'ici 3 à 5 ans, ne sera pas un frein pour les bibliothèques ou pour la lecture, la littérature en général. Prophète. Merci beaucoup pour la question. Pour répondre à cette question, il faudra que nous le prenions sous 2 angles. Je dirais en répondant que ça peut être un frein, tout comme je dirais que ça serait aussi un plus. Pourquoi? Commençons par si cela pourrait être un plus. Dans quel sens, si vous constatez avec moi, nous sommes en RDC, et peut-être qu'il y a difficulté pour nous d'arriver, par exemple, en Allemagne. L'Allemagne est considérée comme étant le pays, je parle en tant que théologien, le pays où se retrouve la plus grande, ou les plus grandes bibliothèques qui se retrouvent dans le monde. Alors, en tant que théologien, ici en RDC, je n'ai pas la capacité d'arriver en Allemagne. Mais avec l'Internet, je peux facilement entrer dans les bibliothèques qui se retrouvent en Allemagne. Essayer de papillonner un peu tous les livres qui se retrouvent et qui parlent du domaine que j'apprécie le plus. Et ça peut être, ça c'est un plus pour moi. Mais ça devient aussi un frein, la théologie. Pourquoi? Parce que il est démontrable scientifiquement maintenant que lorsque nous passons plus de heures à lire par exemple un livre sur notre tablette ou sur notre téléphone, nous abîmons nos yeux et puis la capacité de lecture n'est pas plus de 45 minutes. Donc on se fatigue facilement à la lecture et ça devient un frein. Et je crois que la meilleure manière de lire un livre serait peut-être de l'avoir en présentiel, de la tenir entre vos mains, la palper, vous sentez l'odeur de ce papier, vous essayez de toucher la texture du papier et ça c'est purement fantastique. Voilà. Je pense que Mr. Ali, qui est aussi responsable de la bibliothèque, peut aussi répondre encore à... Je crois que c'est ce que je disais tantôt avant que Benji ne monte sur scène. Et le prophète vient justement essayer de compléter là-dessus. Mais je crois que je me passe la parole puisqu'à un moment, j'essaie un peu de chiffonner un peu mon visage pendant qu'il disait. Parce que je dis que cela pour moi, en y regardant de près et en prenant un peu du recul, c'est un peu des discours dans le sens fantasmagorique. Quand les gens se plaisent à dire oui, ça, il y a une catégorie de personnes qui restent encore dans ces fantasmes-là. C'est beau de toucher le papier, c'est beau de toucher le stylo, c'est beau d'humer voilà, la saveur qui sort d'un vieux livre et tout et tout. Ça, c'est vraiment du fantasme, c'est bien. Mais il faut voir les choses dans leur perspective. Le livre a commencé par du parchemin. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand arrive le papier, le papyrus, le consort, ceux qui se plaisaient à dire « Oh, mais le parchemin, c'est quand même, tu sens ça, les parchemins. » Quand arrivait le papier, se disait « Non, tu vois, les papiers, quand même, c'est trop fin et tout et tout. » Mais on est arrivé au papier, tout le monde est d'accord avec le papier. Au moment où arrivait l'ordinateur, ou voilà, tout ce qui est digital,
les gens se disaient la même chose. Ah non, mais ces histoires-là et tout et tout. Aujourd'hui, on parle là. Ce que je dis, le monde ça ne fait qu'évoluer, au fait. Et ça, on ne peut pas l'arrêter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la génération X. Hier, on est d'ailleurs aujourd'hui de la génération Y. C'est-à-dire que des enfants qui naissent, mon petit à moi qui a 3 ans, manipule extrêmement, je dis bien extrêmement bien le téléphone, mon téléphone, qu'est ma mère, qui a 66 ans. Voyez-vous? Donc, c'est la génération Y. Et maman peut tout faire aujourd'hui. Elle ne va pas rattraper les retards qu'elle a par rapport à ces petits-là qui a 3 ans. Donc, à ces petits-là, si vous commencez à lui, rabâcher que, écoute, les papiers, il est tellement, lui, il n'est pas là. Lui, il est déjà dans les in du digital. C'est son époque à lui. Et sûrement, demain, eux, qu'est-ce qu'ils auront? Peut-être que ça sera même plus encore le tactile. Ils auront des trucs, tac, il appuie, comme on voit dans les trucs de science-fiction, hein. Et puis, un écran virtuel apparaît là. Hein, il voit des écrits qui défilent et tout. Alors, le pasteur, le prophète, lui, se dira, non, mais vos histoires là, nous, c'est les papiers. Nous, c'est les papiers. Il y a un ami qui me disait, mais Ali, tu sais, j'achète une voiture, faut conduire les manuels, tu peux pas. Conduire les manuels. Donc, les gens ont fait évoluer la science. On te permet de faire juste quand tu n'as qu'un seul pied pour pédaler et tout. Toi, tu veux que je commence à prendre embrayage, crac, crac, non. Et il y a des gens qui te disent, non, tu sais, la vraie voiture, c'est quand c'est manuel. Non. La science ne fait qu'évoluer. Demain même, il y aura des voitures qui vont rouler sans pour autant que ça soit automatique. Ce sera, oui, prends la gauche. Ouf, la voiture prend la gauche, prends la droite. Et donc, toi, tu te diras, non, mais tu sais, la vraie voiture, là, c'est vraiment quand c'est manuel, c'est calme, boum, boum, boum. Quelqu'un te dira encore, non, mais tu sais. Donc, voilà, je parle un peu de tout ce qui est fantasme. Donc, pour moi, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, demain, ce sera ça. Alors, ce qui est vrai dans la vie, c'est que quoi? Toute chose a son avantage et son inconvénient. C'est là où je rejoins les prophètes. Toute chose, que vous le voyez ou non, toute chose aura toujours un avantage et un inconvénient. On va adorer les livres. Mais moi, je suis bibliothécaire. Quand le livre est logé dans nos rayons là-bas et que ça fait 5-10 ans la paille, poussité et tout, quand vous le prenez, vous tournez la page, vous pouvez avoir le rhume. Il y a un inconvénient. On est bien d'accord. Voilà. Donc, par exemple, c'est ça. Et c'est lui, aujourd'hui, on améliore. Si vous restez, je suis bien d'accord avec lui, vous restez avec devant un écran, toutes ces lumières-là peuvent détériorer votre vue. Mais on prévoit aujourd'hui des tablettes qui sont vraiment adaptées par rapport à la vue. La lumière là, voilà, ne dérange pas vos yeux et tout comme ça. Moi, je suis par contre en train d'insister à ce qui est capital, c'est de faire ce que l'on fait maintenant, c'est de prêcher la lecture. Et la lecture peut se faire, elle, sur n'importe quel support. Le problème, c'est que les gens arrêtent de lire. Si quelqu'un se met à lire, s'il est fait comme l'a fait l'extraordinaire Benji, j'ai pris des notes, hein, Benji. J'ai noté en tout cas pendant que tu disais, donc j'ai déjà essayé de voler, ou pas voler, mais essayer de prendre quelques idées parce que tu es magnifique. Donc, si vous le faites comme Benji l'a fait dans son téléphone, demain, ça sera ça, vous le voulez ou non. Donc, ce sera ça, mais seulement on va essayer de l'adapter. Donc, c'est pas vraiment un frein pour moi. Je constate, ça aurait été un frein si les gens ne lisaient plus. Plus l'intérêt pour nous, c'est que les gens lisent. Et les gens peuvent continuer à lire sur n'importe quel support. Et même les bibliothèques modernes sont les bibliothèques qui se mettent à jour en ayant quoi? En ayant des tablettes dans la bibliothèque. Parce qu'on ne saura pas tout stocker. Alors, avec une petite tablette, vous pouvez stocker 15 000 volumes, 20 000 volumes de livres. Donc, j'ai noté ici que grâce à Benji, j'apprends que chacun a son Dieu, hein, mais tous avons un seul Satan. Ça, j'en ferai vraiment une dissertation. Merci beaucoup, Benji. Voilà, donc ça, c'est. J'ai pris note en tout cas. Très bien, Benji. Nous allons évoluer avec. Le terme d'aujourd'hui, c'était la puissance de la lecture. Avec le développement de la lecture, la nation se développant. J'aimerais d'abord rester avec le pasteur Joseph Lumbala. Lorsque nous parlerons, par exemple, aujourd'hui de la puissance de la lecture pour le développement de la nation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour retenir en cela? Ok. Un peuple qui s'applique à la lecture, comme l'a dit de prime abord M. Richard, vous lui donnez 5 ans, 10 ans, attends, mais vous avez affaire à toute une armée, parce que vous ne savez pas ce que ce peuple est capable de produire. La lecture renferme une puissance telle que lorsque vous y êtes attaché, à mesure que vous évoluez, ça forge un génie dans tout le domaine en vous. Ça peut vous amener à développer en vous un génie militaire que représentaient certains noms, n'est-ce pas, dans ce domaine par le passé. Vous pouvez lire ici et du coup ça vous renvoie au génie militaire, par exemple, d'Adolf Hitler.
Vous lisez ici, ça vous ramène à un génie, j'allais dire, politique d'un grand nom dans ce domaine. Donc, étais-je en train de dire, ce peuple-là qui est attaché à la lecture, au jour le jour, se voit connaître un développement dans son intellect de manière à augmenter le level, sinon le niveau de sa capacité d'action pour booster le développement de la nation de manière diversifiée. Alors, c'est de cette manière-là que moi, je comprends la puissance de la lecture. C'est un outil qui, justement, permet l'ouverture de l'esprit d'un peuple à un développement large et diversifié. Voilà. Oh, c'est très merveilleux. Mais nous allons entrer encore avec notre personne. Ce serait la lecture des enfants. La puissance de la lecture chez les enfants. Là, je laisse encore la parole à Coach qui va nous amener un peu à ce moment ici, avec la lecture des enfants. Pasteur, est-ce que c'est possible que les enfants lisent dans un monde où il y a du tout? C'est vrai, on parle de l'importance de la technologie qui nous permet de lire, mais il y a la plateforme pour la lecture, à côté il y a WhatsApp, et puis quand vous êtes en train de lire un appel ou je sais pas moi un message entre, ça vous emmène dans une sorte de conversation, vous oubliez la lecture, et tout ça fait que l'attention est fragmentée, et de plus en plus ou de moins les gens lisent. Est-ce que les enfants, y a-t-il un moyen de les initier? Vous croyez en la lecture des enfants dans ce siècle? Évidemment, il y a lieu de le faire. C'est d'ailleurs l'exercice auquel moi je m'applique avec mes enfants. J'en ai 4 pour votre gouverne. Bravo. Est-ce qu'on peut encourager? Alors, le second, lui, c'est un monsieur qui fait des projections pour sa vie. Il se voit dans des formats un peu nobles là. Parce qu'un jour, un bon matin, il se trouvait, il me dit, papa, je rêve de remplacer le président de la République. Non, mais attends. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que ce monsieur, je dois l'affecter à une culture de la lecture. Alors, tout jeune qu'il est, je me dis, mais de quelle manière je peux procéder? Ok, mais il y a un élément qui a commencé à booster un peu ces facteurs-là en lui. Bizarrement, je veux dire, c'est des films d'enfants, vous faites aussi à la télé. Ouais, des films d'enfants. Très bien. Des films d'enfants à caractère éducatif, si vous voulez, je le dirais comme ça. Alors, il est devenu dépendant de cela par déjà le goût qu'il a, lui, de pouvoir marcher sur les traces de la grandeur pour devenir un monsieur digne de ce nom. Alors, je prends par exemple Dora, exploratrice. Dans ces films d'enfants, vous remarquerez certaines parties qui présentent une sorte de blague à leur niveau, mais de cette blague-là découle quand même une méthode d'apprentissage de certaines choses et voire même certains mots que les enfants apprennent là-bas. Et les miens m'ont balancé certains mots qu'ils n'ont appris qu'à partir de ces films d'enfants à la télé. Alors du coup, quand j'ai compris que leur intellect est boosté par cela, et donc j'ai multiplié ces CD à la maison, bien sûr je sélectionne, je check moi-même de bout en bout s'il y a d'éléments nocifs à vocation de détruire l'intellect de l'enfant, je mets de côté. Mais sinon, je multiplie cela et je les balance à tout moment, je les appelle, je les mets comme si je n'ai rien fait quoi. Et bon, ils sont là et du coup, ça capte leur attention. Quand ils suivent, au même moment qu'ils suivent là, ils sont en train de développer le goût de connaître et ils me posent des questions, je réponds. Alors, c'est comme cela que moi, je m'exerce à pouvoir booster leur côté lecteur, mais tout en étant jeune. Partant évidemment des films des enfants. Donc, il y a un besoin d'encadrement des enfants. Yes. Alors, Charles, vous avez une bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants? 1 minute. Oui, en 1 minute, 60 secondes, 59 secondes. Alors, on a un espace réservé aux enfants, en tout cas. Donc, on a une grande salle dédiée aux adultes. Je crois que le pasteur Giresse vient très souvent là-bas. Et un espace, en tout cas, qu'on appelle ludothèque. Voilà, c'est un espace dédié aux tout petits. J'en profite pour, de ces grands plateaux pour dire, en tout cas, à toute la salle que
cette grande bibliothèque-là, le droit d'accès s'élève qu'à 1000 francs congolais, ce que les gens ignorent. Donc. Et 1000 francs congolais, c'est pour toute l'année. Mais on a un volume de, voilà, on a pratiquement 15 000 volumes en termes d'ouvrages. Et donc, c'est très riche, au fait. Donc, les enfants viennent, ils ont des moments d'échange, de comptes avec des compteurs et tout et tout. En tout cas, on fait tout pour que les enfants aient aussi accès à la lecture. Peut-être dans les 10 secondes qui est resté, par rapport à ce qu'a dit tantôt le pasteur, moi, je pense que vous avez parlé du terme de l'initiation des enfants. J'écrivais ici pour ne pas oublier. Je crois que la meilleure manière pour nous, parents en tout cas, ou aînés, d'initier les enfants, c'est de le laisser en tout cas faire ce qu'eux savent faire de mieux, les enfants. Et qu'est-ce que les enfants savent faire de mieux? C'est simplement d'imiter. Ça, on doit vraiment le savoir. Moi, j'ai compris ça en fait. Très bien. Tout ce que l'enfant peut faire de plus naturel, c'est d'imiter. Et donc, la meilleure manière pour initier l'enfant, c'est de le laisser vous imiter. Nos enfants n'apprennent pas, nos enfants nous imitent. Exact. Les enfants deviennent accros au téléphone. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi, coach, moi et ma femme en tout cas, 100% du temps, on a au moins 70% du temps où on a nos téléphones à tout moment. Même quand on cause, même au lit, on a les téléphones. Donc l'enfant vient au monde, il constate que tout autour de lui, ses parents ont le téléphone à tout moment. Donc l'élément qui tourne dans sa tête, c'est qu'il doit aussi avoir le téléphone. Les tout derniers, vous avez 4, je vous suis, hein, j'ai déjà deuxième. Le deuxième là, venait d'avoir 1 année. Mais déjà, il sait prendre le téléphone et dit, ayo, apa. Ça, il le sait. Il prend le téléphone et il reste avec le téléphone. Alors, comment est-ce que je constate que nos enfants nous imitent? Effectivement, moi, mes enfants ont déjà tendance à lire. Et j'ai une grande bibliothèque à la maison, beaucoup de livres. Et quand je reste avec le livre, en train de lire, je ne vous mens pas. C'est pas pour, voilà. Mais les enfants viennent, ils prennent les livres, ils se mettent à côté et ils feuillettent. Justement, alors, ce qui est amusant, c'est que ils lisent le livre à l'envers. Donc, les livres, voilà. Le mien aussi, il pleure des fois, et puis là, papa, je vais lire, tu veux lire? D'accord, il prend, et puis à la fin, il déchire. Oui, mais déjà, il tourne les pages, donc ça veut dire qu'il imite. C'est ça la meilleure initiation. Voilà. On va passer par prendre un enfant, mais je vais demander à une personne qui va nous l'accueillir. C'est un enfant qui va nous faire un discours. Mais avant, c'est maman Nancy que je demanderai qui va accueillir cet enfant. Maman Nancy nous rejoint dans la salle. Sous nos encouragements, nos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nourrir nos applaudissements, s'il vous plaît? Merci. Maintenant, si on va accueillir un enfant, il a préparé pour nous, il s'appelle Béni. Il a préparé pour nous un discours à ce merveilleux peuple qui est devant nous. On peut les recevoir, maman. Bien sûr. On appelle Béni qui fait son entrée. Béni, on a besoin de Béni. On peut encourager Béni quand il faut son entrée. C'est un jeune, mais qui aime aussi la lecture. Il va nous faire un discours qu'il va préparer pour nous. Béni. Est-ce qu'on le tient? Bonjour à tous. Je vais faire un discours. Révérend pasteur, vos excellences en vos qualités respectives, distingués invités, chers parents, chers amis. De prime abord, permettez-moi de remercier et de rendre un hommage mérité à toute l'équipe de la structure Livres Inspirés et particulièrement son coordonnateur pour la tribune qu'ils offrent ce jour à un enfant de s'adresser aux parents en faveur des autres enfants et de lui-même. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Transmission des savoirs à la génération future par la lecture d'âge de son existence propre dans un contexte de globalisation où disparaissent les identités des peuples fainéants. Très chers parents, vérification faite, il me faut remonter au déluge pour retrouver le premier ancêtre commun entre moi et le petit français de mon âge. Au moment où
par la perspicacité et l'abnégation de ses ancêtres à lui, je me vois obligé de recourir à sa langue pour m'adresser à mes compatriotes congolais. Je ne suis certes pas un ennemi de la belle langue française, loin s'en faut. Elle a servi de véhicule de connaissances dans la francophonie à travers les âges et les bénéfices en sont énormes pour nous tous. Cependant, nul ne peut me dénier le droit de m'interroger sur mon identité propre dans ce contexte diffus où tout support linguistique s'amène avec la culture et l'histoire de son émetteur. Je me vois ainsi obligé de chanter Frère Jacques ou danser sur le pont d'Avignon, un lieu identifié en France. Ceci au beau milieu de ma chaude commune de Lemba. À qui la faute? Certainement pas à celui qui n'avait que cela comme illustration pour apprendre à mes ancêtres à lire et à écrire en sa langue. Quelqu'un a dit, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Ce qui m'amène à poser une question aux élèves de Colomb ici présents et à ceux qui ont suivi. Qu'avez-vous fait de savoir acquis pour léguer un héritage culturel qui vous ressemble à vos enfants que nous sommes? Je vais lire, mais que m'offrirez-vous pour cela? Êtes-vous toujours incapable de mettre par écrit ce que la tradition orale vous a transmis? Patrice Emery Lumumba a dit et voulu que l'histoire de notre pays soit écrite par ses fils. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'ai mis de côté quelques efforts, assez récents d'ailleurs, de quelques auteurs parmi lesquels on peut citer le professeur Isidore Ndewel, Elikam Bokolo ou Georges Nzongola. L'essentiel de ce que nous connaissons de notre histoire nous est connu à travers les lunettes des autres. Dieu a voulu que jusqu'au milieu du 19e siècle, à l'exception de ces confins occidentaux explorés par les Portugais, la majeure partie du territoire baigné par le majestueux fleuve Congo garde encore ses mystères pour le reste du monde. Et pourtant, il y est juché une merveilleuse mosaïque de cultures, de langues, de traditions, de connaissances diverses et richesses encore accessibles à ces jours, détenues par plus de 400 ethnies et dont les derniers dépositaires existent, mais laissés pour compte par leurs fils instruits qui font le bonheur et la force des autres nations. Ils sont en Europe ou en Amérique, se pavanant dans les grandes villes du monde ou se disputant le pouvoir politique à Kinshasa, en se contentant de l'oralité pour la conservation et la vulgarisation de leur identité en plein 21e siècle. Et même, les peu d'écrits qui existent sont littéralement ignorés, comme si mes parents et grands-parents s'évertuaient à confirmer l'affirmation selon laquelle si vous voulez cacher à un noir un trésor, mettez-le dans un livre. La meilleure chose qu'un pays puisse faire, c'est de donner les mêmes chances d'apprentissage à tous ses enfants en bas âge, nonobstant les disparités des bourses de leurs familles respectives. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous départir de tout complexe d'infériorité et tourner un regard transcendant vers notre patrimoine culturel et les écailles tomberont de vos yeux pour laisser voir des richesses inouïes qu'il vous faudra ensuite couler en contes, poèmes, chants, romans, ballets, mythes, fables et divers autres récits à nous enseigner et ainsi étancher notre soif de connaissance de notre identité. J'entends parler ces derniers temps du changement des narratifs et je pense qu'il en faut aussi un dans ces domaines. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean de La Fontaine a été inspiré dans
dans ses fables par un autre fabuliste de la Grèce antique, Ésope, qui était noir de peau. Je fonde l'espoir que l'écho de ma voix parviendra au plus loin et que dans les années qui suivent, je pourrai fièrement présenter et défendre mon identité à partir des éléments de mon patrimoine culturel que vous voudrez bien me transmettre avec amour. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Magnifique, n'est-ce pas? Très bien, merci Benny. Oh wow. Je n'ai pas assez de commentaires, mais je pense que Maman Nancy, votre impression, voilà. J'avais mon regard sur son texte. J'ai vu que c'était plusieurs pages qu'il a rendu avec une grande maîtrise. Et je constate également qu'il n'avait pas de frousse et qu'il a maîtrisé son auditoire. Mais c'est aussi le contenu qui m'a presque fait couler des larmes. Je me suis contenu. Parce que c'est un enfant qui plaide, en fait. Pour qu'on puisse les amener vers ces petites méthodes qui pourraient les amener à aimer la lecture, à aimer se cultiver, aller vers les bonnes choses. Et il nous propose même des manières très très simples de le faire, de ne pas se compliquer la vie. Vraiment, c'était bien pensé. Est-ce que vous pensez qu'à la découverte de notre identité, ça peut nous donner cet élan d'avoir une personnalité culturelle, dire que voilà, je suis congolais, un peu comme un Américain, ou qu'il soit dit I'm an American, ça veut dire beaucoup. Et il est prêt à mourir pour son drapeau, il est prêt à faire beaucoup de choses parce que vraiment je suis américain. Est-ce qu'on peut arriver là avec la découverte de notre identité comme il a souligné? Bon, moi je crois que l'amour pour sa patrie, c'est quelque chose qui nous est inné, quoi. Hein, quand on est congolais, on est né congolais, on ressent l'amour pour son pays sans pour autant qu'on ait à nous l'inculquer. Vous pouvez être né, vous êtes né en France, vos parents sont congolais, vous n'avez jamais mis vos pieds au Congo, vous avez toujours ce lien-là qui vous rattache à la terre de vos parents. Bon, à travers la lecture, à travers la culture, on en ajoute un peu plus. Je crois que c'est quelque chose, moi je sens ça au fond de moi. J'aime mon pays, je ne sais pas pourquoi, j'aime ma culture, je ne sais pas pourquoi, j'aime toutes les langues de mon pays, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Même la Bible nous dit d'aimer le pays qui nous accueille, le pays qui nous a vu naître. C'est parce que notre bénédiction est rattachée à cette terre-là. Donc c'est quelque chose que même Dieu a institué de cette manière-là, qui ne peut que s'appliquer de cette façon-là. Mais avec la culture, avec la lecture, on en ajoute un peu plus. Et le résultat ne peut qu'en être beaucoup plus remarquable. Merci beaucoup, maman Nancy. Je voudrais revenir un peu chez le prophète, Vladimir. Il y a des moments dehors, je pense que le peuple qui est en train de suivre, dehors, il y a tout un marché littéraire. Il y a des ventes de livres qui sont tellement dehors. L'enfant qui est en train de parler, de faire son discours, il est en train de plaider que nous écrivons moins. Et même plus encore, il va plus loin pour dire que nous écrivons avec une langue étrangère. Qu'est-ce que vous pouvez retenir, encore nous dire par rapport à ce que l'enfant est en train de nous demander, nous? Vous savez, c'est une question un peu pertinente. Dans quel sens? Dans le sens que, bon, je dirais peut-être, il a raison, ce qu'il dit. Mais supposons que nous nous retrouvons face à une personne qui maîtrise mieux le français que la langue nationale. Vous voyez un peu? Il y a une grande difficulté. Le problème, c'est que nous nous retrouvons en face d'une réalité selon laquelle, déjà dans la famille, on nous a inculqué que pour être intellectuel, il faudra que nous puissions connaître une langue étrangère. On ne nous a pas appris qu'il fallait faire la valeur, donner de la valeur à la langue qui constitue notre être ou notre identité. Déjà, tout commence en famille. Et ça donne l'impression, je peux vous donner mon exemple, je ne connais pas ma langue maternelle. L'âge que j'ai, je ne connais pas ma langue maternelle. Je connais peut-être des mots, mais ma langue maternelle, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que mes parents ne m'ont pas inculqué d'apprendre ma langue maternelle.
Ils avaient l'habitude, s'ils veulent dire quelque chose en code, papa et maman utilisent la langue maternelle. Mais pour que nous, enfants, nous ne puissions pas comprendre. Vous voyez un peu? Ils nous ont appris l'anglais, ils nous ont appris le français, on a appris le lingala en étant dans la cité et toutes ces choses, mais notre langue maternelle, nous ne l'avons pas apprise. Et tout, je pense que tout est facteur déjà de l'unité de base qui est la famille. Mais ce qui serait peut-être vrai ou bien, c'est le fait pour nous d'inculquer cette réalité déjà dans notre enfance, à nos enfants, leur faire comprendre que ce que nous avons comme culture dans notre pays est une culture qui a des valeurs. La langue, c'est l'identité même de la personne. Si cette personne maîtrisait sa langue, elle pourra facilement se présenter auprès de tierces personnes et donner de la valeur à la culture qu'elle détient. Je pense qu'il a totalement raison, mais bon, moi personnellement, je me retrouve en face où c'est comme une interpellation qu'il a eu à faire et je prends conscience qu'à mon tour, je devrais faire en sorte que mes enfants ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu. Voilà. Vous savez, Maman Nancy, je reviens encore vers vous. En parlant par exemple de la puissance de la lecture, avec le développement de la lecture, la nation se développera. Même sur le plan des enfants, ils peuvent aussi commencer à sentir ces développements par la lecture. Je dis que nous parlons aujourd'hui de la puissance de la lecture. Oui. Avec le développement de la lecture, la nation se développera. Est-ce qu'avec cette puissance de la lecture, ça peut aussi influencer la vie de l'enfant pour qu'il sente aussi le développement de notre nation par la lecture? Bien sûr. Bon, le problème avec les enfants est qu'il faut les amener vers des choses qu'ils aiment. C'est-à-dire, vous pouvez chercher à leur inculquer l'amour de la lecture, mais aussi leur apprendre à aimer ces grandes choses à travers des styles qu'ils peuvent facilement appréhender. Bon, moi, j'ai les mêmes problèmes avec mes enfants. J'achète plein de livres, mon mari et moi, on achète plein de livres, on a plein de dictionnaires à la maison, mais comment faire en sorte que les enfants sortent de leur électronique pour aller vers le livre papier et qu'ils trouvent également cela intéressant? Bon, en fait, nous essayons toujours de prendre des styles littéraires qui pourraient leur permettre de se sentir un peu intéressés. C'est-à-dire, on essaye de joindre l'utile à l'agréable, parfois à travers des jeux. On peut ouvrir un livre, commencer à lire ensemble avec eux et leur expliquer le bien fondé de la lecture, comment il peut devenir intéressant en lisant, plutôt intelligent en lisant. Moi, je dis à mon fils, je lui dis, tu sais, tu peux passer 1 heure, 2 heures, toute la journée devant l'écran, devant ton téléphone, en train de jouer au PlayStation, aux jeux vidéo, ça ne te rendra pas intelligent. Alors demain, tu auras besoin de ta tête pour subvenir à tes besoins, pour nourrir tes enfants, pour être utile à la société, pour être comme ton papa, pour être comme ta maman. Et pour cela, il te faut lire. C'est en lisant que tu deviens intelligent. C'est en lisant que tu pourras te tenir devant les gens, dans la société et avoir un argumentaire qui tienne. Je lui dis, bon, c'est vrai que tu es intelligent, mon fils, oui, mais il faut avoir des idées qui en vaillent vraiment la peine. Pour cela, il faut lire. Et avec cette façon pour moi d'argumenter, l'enfant comprend. De temps en temps, il peut prendre son livre et lire un chapitre ou deux. Après, il rentre dans ses électroniques. Je dis que c'est pas facile. Hein. C'est une question qui est assez... il y a une donnée scientifique dedans, mais on ne peut pas automatiquement imposer ça aux enfants. C'est pas facile. C'est aussi une mère qui parle. Je ne suis pas seulement journaliste. C'est une mère qui parle parce que je vous parle de la réalité. J'ai aimé l'intervention de Richard Ali tout à l'heure. Je reviens aussi sur cela parce que c'est quelque chose qui est réel. Les enfants, ils nous imitent. Ils nous imitent absolument en tout et pour tout. Alors, pour atteindre cet objectif, il faut que nous-mêmes nous soyons des modèles. Si je veux que mes enfants se rendent compte qu'à travers la lecture, ils vont ouvrir leur intelligence, ils vont arriver à réaliser des grandes choses, à devenir des Einstein du futur. Ils doivent lire, mais pour cela, il faut que moi-même je sois un modèle. Ça ne parle pas seulement des enfants auxquels on apprend une façon de faire avec le fouet, mais nous-mêmes nous devons également être des modèles, des exemples dans cette façon de pratiquer. Voilà. Oui, Madame Nancy, merci beaucoup pour votre réponse, elle est pertinente. J'ai juste une question de curiosité, to get personal, mais c'est pas grave. Alors, vous, moins la lecture, est-ce que vous allez avoir
le genre de mari que vous avez aujourd'hui, le genre de travail, le genre d'amis que vous avez. Si on enlève la lecture dans votre vie. Bon, disons qu'aujourd'hui au Congo, vous pouvez avoir un monsieur qui a l'air intelligent, qui porte sa veste, mais posez-lui la question de savoir en 2021 combien de livres il a lu. Ah, ça c'est une bonne question. Non, mais vous pouvez même essayer dans l'auditoire ici, poser la question, vous avez lu combien de livres l'année passée? Soyons honnêtes. Ok, je pose pas. Sorry, excusez-moi, mais les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Vous avez même des gens qui sont au sommet de l'État, pas seulement au Congo. Oui, on vous dira que celui-là, il ne lit pas. Celui-là, c'est un grand lecteur, mais il ne vous le laissera pas transparaître. C'est-à-dire que c'est un problème. Déjà qu'on a cette réalité-là dans le monde occidental. Vous avez une classe de gens qui sont vraiment intellectuels, qui lisent, et une autre classe qui n'est pas dans le livre. Mais chez les Noirs, c'est encore plus. Notre Bénédicte, c'est ça? Bénédicte nous l'a bien signifié. On a dit que si vous voulez cacher la vérité à un Africain, mettez-la dans un livre. Vous savez, je peux vous garantir et vous rassurer que j'ai autour de moi des intellectuels, des gens qui sont mes amis, qui ne lisent pas. Mais maintenant, est-ce que, Maman Nancy, est-ce qu'on doit-on rester là? Et que faire maintenant pour que influencer tout autour de nous et commencer à lire? Vous savez, la question aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi on ne lise pas, mais qu'est-ce que nous faisons de ce que les gens ne lisent pas? La meilleure question, c'est ça. Parce que si on dit que les Congolais ne lisent pas ou les gens ne lisent pas, ils ne liront plus, ils ne liront pas toujours. Mais maintenant, la question, qu'est-ce que nous faisons de ce que les Congolais ne lisent pas ou les Noirs ne lisent pas? Bon, il faut les amener à atteindre ce niveau, c'est-à-dire à aimer la lecture. Je disais également à notre ami avec qui j'ai échangé il y a 4 jours que ça commence déjà dès le bas âge. Hein. Je dis, nous avons affaire à une génération, je ne dirais pas sacrifiée, je ne veux pas être pessimiste, je crois en l'avenir. Mais ce qui est mal fait est mal fait. Peut-être qu'une petite classe pourra être récupérée, mais nous pouvons gagner en travaillant plus sur nos enfants aujourd'hui. Ça commence par les écoles. Il faut faire en sorte que les écoles soient dotées de bibliothèques dignes de ce nom. Vous savez, j'ai eu la chance avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique de participer 2 fois à des programmes d'échange d'expérience, le premier en 2008 et l'autre en 2012. Et j'ai eu le temps de passer énormément de temps dans des bibliothèques des universités. C'est des infrastructures gigantesques. Vous entrez dans une bibliothèque, vous pouvez vous y perdre si on ne vous oriente pas. Vous entrez dans un rayon de livres d'engineering, par exemple, vous ne savez pas vous retrouver. Et j'ai une amie qui me dit, quand j'étais étudiante, le meilleur endroit où j'aimais être, c'est la bibliothèque. Mais aujourd'hui, est-ce que nos écoles sont dotées de bibliothèques dignes de ce nom? Nous quittons les écoles, allons dans les universités. Est-ce qu'elles sont dotées de bibliothèques? Ça aussi, c'est un autre problème. Déjà, à ce niveau-là, là, nous interpellons pas seulement les dirigeants, parce que nous parlons de voies et moyens de régler le problème. C'est-à-dire que ça commence déjà là. Quand les enfants apprennent, ils doivent aimer la lecture. Mes enfants sont dans une école privée de la place, par exemple. Moi, je les envoie à la bibliothèque. Aujourd'hui, tu es allé à la bibliothèque. C'est vrai que c'est une petite salle où vous avez à peine du mal à respirer dedans. Hein, c'est pas un endroit agréable, mais je le dis, va, prends ton livre, tu le lis et tu le retournes. Ça commence au niveau des écoles, des universités. Il y a l'État qui doit être impliqué, mais aussi, on peut passer par des activités comme celle-ci. Par exemple, vous invitez la masse. La masse aujourd'hui, c'est pas seulement une salle remplie, mais c'est la vidéo qui est filmée, qui est aussi diffusée. Les gens vont suivre à travers les réseaux sociaux, à travers l'écran de télévision et les motiver en fait, les pousser. On ne pourra pas récupérer tout le monde, mais il y a quand même une petite tranche qui pourrait utiliser le livre comme son somnifère, par exemple. C'est déjà un grand pas qui s'est refait. Voilà. Vraiment, c'est très essentiel. Nous allons arriver encore à une autre rubrique, mais avant cela, je signale déjà au public qui sont là, il y a toute une table de littérature dehors. Vous pouvez, juste à votre sortie, voir les livres qui sont exposés là. Avant que nous puissions avoir cette rubrique, j'ai posé une question à Richard Ali. J'ai essayé un peu de parcourir un peu plusieurs auteurs qui ont écrit sur le peuple qui lit. J'ai commencé par le peuple qui lit. J'ai parcouru certains auteurs qui ont écrit sur
la lecture dans une nation. Je commence par exemple par Nelson Mandela qui a dit qu'un peuple qui lit, c'est un peuple qui gagne, c'est un peuple qui s'instruit, c'est un peuple qui s'éduque même. Mais il y a d'autres auteurs qui ont dit, un peuple qui lit est un peuple qui n'aura pas faim et qui ne sera pas esclave. Un autre encore a dit, un peuple qui ne lit pas est un peuple qui s'abrutit et s'enfonce dans l'abîme. Un autre encore a écrit, un peuple qui parle beaucoup, mais qui ne lit pas se fatigue très facilement. Un autre encore a dit, un peuple qui ne lit pas s'appauvrit. Un autre encore a dit, un peuple qui ne lit pas est un peuple aveugle et condamné à mourir. Une question est que, à la lumière de toutes ces pensées, est-ce que la lecture, la culture de livres sont les facteurs de la liberté d'un peuple? Absolument, pasteur. Absolument. La lecture, en tout cas, de livres vous délivre. Je crois que il y a un auteur, Voltaire, qui disait la lecture agrandit l'âme. Alors je crois qu'on a démarré très bien ces grands plateaux en plaçant le mot comme il se devait. On a dit tout au départ, on a parlé de la puissance de la lecture. Et moi, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé de la puissance des mots. Et bien d'accord, coach. Et tout se joue à travers les mots. Alors, j'ai pu noter dans les discours de Béni, très bon discours, il nous a rappelé ici, voilà, je vais dire entre guillemets, c'est cliché qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à noir, placez-le dans un livre. Et tous on est d'accord avec ça, parce que le noir ne lit pas. En comprenant très bien ce que je dis tantôt, que tout est question de puissance des mots. À force de dire cela, on a cru que c'était une thèse vérifiée pour le noir. Alors que c'est déjà aussi un jeu de mots. On nous fait comprendre que le noir, d'emblée, c'est un peuple de parole, c'est pas un peuple de l'écrit, c'est pas un peuple, c'est pas une race qui aime la lecture. Le noir, eux, c'est la danse, c'est le folklore, c'est tout ce qui n'est pas intellectuel. Et nous-mêmes, intellectuels, on se dit, oui, c'est ça. Écoutez, évidemment, pour cacher quelque chose à noir, mettre dans le livre. Donc, à un moment, nous-mêmes, qui sommes intellectuels, on se dit, oui, c'est vrai. Alors, on oublie que ce n'est qu'un jeu de mots. C'est quelque chose qui est calculé pour nous faire croire qu'on est vraiment de moins que rien. C'est un narratif. Pourquoi je dis que c'est un narratif, justement? Pourquoi? Parce que je suis directeur de la bibliothèque Wallonie Bruxelles. Je reçois un jour un couple d'auteurs belges qui viennent ici à Kinshasa. Et très rapidement, je dois caler une activité. C'était même pas préparé un mois à l'avance. C'était un truc d'une semaine. Dis donc, Richard, est-ce que ils seront là à Kinshasa dans 4 jours? Est-ce que tu sais pas faire venir du monde pour tel que je sais le faire? Je lance le message. Ces deux auteurs belges, je dis bien auteurs, et auteurs très bien connus en Belgique. Ils arrivent un samedi, cher pasteur, un samedi matin à 10h, où ils se retrouvent devant une salle remplie de monde. Pas remplie de blancs, mais remplie de noirs. Très noirs comme le coach, remplie de noirs. À 10h, un samedi, un week-end. Le blanc, tout blanc, c'est pas un métis, c'est un blanc, tout blanc. Il s'étonne, il me dit, Richard, mais comment vous faites? Vous savez que nous, non, mais c'est difficile d'avoir une activité littéraire comme ça et avoir une salle pleine comme ça. Un blanc. Voyez-vous un peu le truc du narratif, en fait. Moi, je suivis un document sur TV5 Monde, une année, je sais pas, où l'on montre la perte d'envie de lire auprès des enfants. On circule dans les écoles en France. Les enfants ne lisent plus. Les enfants ne lisent plus. C'est dire quoi? C'est dire que même chez eux là-bas, ils ne lisent pas aussi comme on le croit. Non. Non, ils lisent pas. Mais ils auront un narratif qui fait que ils continuent de se répéter qu'ils sont les plus brillants, qu'ils lisent beaucoup. Ils font des panneaux, ils disent, ici nous on lit. Mais eux-mêmes, ils lisent pas, on se rend compte. Moi, j'ai des auteurs confirmés, qui vous écrivent, mais tu lis, tu te dis, mais tiens, ça c'est un auteur. C'est-à-dire que tu sais vraiment salir sa copie à barrant, voilà, les fautes, mais un auteur. C'est-à-dire que des fois, on se met dans une position de complexe pour rien, en fait. C'est question de pouvoir de mots, du narratif. Il est vrai que tout le monde ne lit pas, mais à force de répéter que les noirs ne lisent pas, ça finira par nous placer dans une position d'infériorité à croire qu'on est nul, on est moins que rien, on ne lit pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que nous, là, et par exemple des émissions pareilles, nous, on doit chanter, dire, non, au Congo, on lit.
Les gens disent que non, on n'écrit pas beaucoup. Non, allez vérifier les statistiques. La RDC, c'est un pays qui produit le plus de titres. Les gens écrivent beaucoup, mais alors beaucoup dans ces pays. Je vous l'ai dit. Malheureusement, Il y a des années passées, dans le France 24 magazine Africulture, on publiait que l'Afrique, la RDC, les Zaïre, l'Afrique, c'était le premier pays en termes de production de titres. C'est-à-dire que tout ouvrage recensé. La question, c'est juste qu'on a une bibliothèque, on n'est pas loin d'eux, je ne vais pas l'expliquer. Chose là, voyez-vous? Et donc, s'il faisait bien son travail, on aurait des statistiques là qui vous feraient de tournis. J'organise chaque année au mois de septembre ce qu'on appelle la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Pasteur Giresse, vous venez à Victoire. Il fait chaud, mais en plein soleil, et là où il y a du brouhaha, il y a du monde, des gens qui viennent pour chercher des livres. Et quand le livre est à un prix abordable, ils se l'achètent. On peut dire que les Congolais lisent. Les Congolais lisent, nous lisons. On a dit que les Congolais lisent. Ben, est-ce qu'on peut acclamer que nous, les Congolais, nous lisons? Bravo. Il faut qu'on s'applaudisse. Voilà, c'est un samedi. J'ai beaucoup aimé le dire de Maman Nancy. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la masse aujourd'hui, c'est pas que le nombre qu'on a physique ici. Hein? C'est aussi, cet élément est filmé, sera diffusé par des médias et sûrement il y a des gens qui vont suivre. Vous savez, moi à l'époque, je faisais une émission littéraire dans une chaîne de la place. J'ai pensé que ce n'était pas suivi. Mais au bout d'un temps, et jusqu'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont dit, mais monsieur Ali, vous avez nourri ma jeunesse. Je vous dis, monsieur Giresse, à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, très souvent, le problème c'est quoi? C'est que vous allez vous attendre à ce qu'on puisse vous acclamer maintenant. Mais c'est pas à ce moment-là. Les gens qui suivent des personnes pertinentes, ils sont souvent dans le silence. Exact. Ils vous regardent. Moi, je vais vous faire un témoignage avant que vous m'invitiez dans votre émission. Moi, je vous ai déjà suivi une fois avant. J'ai zappé, je suis tombé sur votre émission, je dis, je sais que Benji là, il peut confirmer, en tout cas, la grande émission littéraire, c'était mon émission sur B1 à l'époque là. Mais quand j'ai suivi sur votre émission, je dis, ici, sur ZM, ici, quand même, la qualité. J'ai vu, ça va quand même. Je dis que j'ai pris même mon carnet, j'ai noté. Si j'ai le temps. C'est vrai que j'ai plus vraiment le temps de suivre la télé, mais j'avais déjà noté. Ça, je le dis la main sur le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et qui vous diront ça 5 ans, 4 ans après. Mais pasteur, vous savez, votre émission là. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me répondent, mais votre émission, vraiment, c'était. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont très, très cultivés, mais souvent, ils sont pas prêts à faire le bruit, le mal, c'est ça. Et ce que nous vous dirons maintenant, c'est que on ait beaucoup d'émissions du genre qui disent au monde, voilà, qui disent aux Congolais, voilà, on est là sur un plateau en train de parler non pas musique, non pas autre chose, mais en train de parler livre. Il y a ici dans cette salle déjà une cinquantaine de personnes qui ont sacrifié leur matinée, non pas pour venir nous suivre parler politique, mais pour parler livre. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont moins? Non, c'est déjà quelque chose. Yes. Puisque ailleurs, vous auriez fait cette activité, papa, vous ne leur avez pas payé leur transport. Hein. Ils ont quitté chez eux, il a payé son transport. Avec tous les bouchons qu'il y a, peut-être qu'il a monté sur une moto et tout pour venir ici. Non pas qu'il sera payé à la fin, non. Mais juste pour suivre, pour la passion de la lecture. Là aussi, n'importe quoi, papa. On a niveau pété. En tout cas, Okay. Merci beaucoup. Très bien fait, très bien dit. Ça nous reste une rubrique, c'est la rubrique musique littéraire. La musicalité des mots. Maman Nancy, vous avez pu aussi à composer des chansons, mais avant que nous puissions passer dans la musicalité des mots, quel est vraiment l'apport de la musique dans la littérature, dans la lecture? L'apport de la lecture dans la musique. C'est vrai que les gens qui sont intelligents écrivent beaucoup mieux. Ils ont des textes, des chansons beaucoup mieux structurés. Nous avons l'exemple de Feu Papa Alain Moloto qui nous a quittés, qui nous a carrément fait des proses. C'était de la poésie, ces textes. C'était tellement beau que même plusieurs années après, on peut revenir sur une chanson d'Alain Moloto et c'est toujours beau à lire, beau à entendre, beau à suivre. C'est ça la différence en fait entre une personne qui écrit simplement inspirée parce qu'il a reçu un don de Dieu et une personne qui en plus du don s'est cultivée à travers la lecture. Vous remarquerez que c'est vraiment les deux extrêmes quoi. Donc voilà. Ici, sur le plateau, nous avons le pasteur Joseph qui est aussi
Je pense que cette question lui est aussi posée directement et peut nous conduire dans ces moments de la musicalité des mots. Ok. Peut-être qu'on peut savoir qu'est-ce qu'est la musicalité des mots. Ok. Je crois que le terme est clair. La musicalité de mots renvoie certainement à cette problématique qui nous explique de quelle manière une catégorie de personnes n'ayant pas eu au fait, la capacité d'imprégner la pensée d'un écrivain, et du coup, lorsque ça revêt à une jaquette musicale, ou que l'on amène ce même mot dans une sorte d'architecture musicale, et du coup, ça facilite la compréhension. Donc, le message passe le plus facilement possible que lorsqu'il aurait été sous format écriture. Donc, ça, c'est un volet. Et le second, c'est que nous n'avons pas l'idée de ce que les mots renferment en termes de portée musicale. Un mot utilisé par un écrivain pour enseigner sur un domaine donné peut aussi, bien évidemment, être une source musicale et qui continue à travailler dans la même perspective. Donc, la musicalité des mots, il faut ici, de manière la plus brève possible, comprendre que les mots que nous utilisons en écrivant des livres renferment aussi en eux cette substance-là à caractère musical qui peut davantage véhiculer les messages et ouvrir plus d'espace de compréhension à une catégorie de personnes qui, eux, n'ont pas du coup l'aptitude à pouvoir imprégner la pensée d'un écrivain. C'est cela. Est-ce qu'on peut expérimenter ça? Ah, ok. Passer à la démonstration. Oui, oui. Ben, je ne sais pas si l'ingénieur peut me mettre la tige là rapidement comme un journaliste dit à Kinshasa. Je peux avoir une tige, s'il vous plaît? Ça va déranger l'ingénieur? Oh, ingénieur, rapidement, alors qu'il est en train d'apprêter la tige, je voudrais ici, avec le concours du public, dire que je suis parti d'une lecture dans ma petite aventure de lecteur. Je suis tombé sur un livre, à savoir les 7 habitudes pour ceux qui réussissent ou pour ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. L'auteur, c'est Stephen Covey. Ok? Alors, il a parlé de ces habitudes, mais pour cette démonstration, je préfère prendre la toute première habitude, c'est la proactivité. Est-ce qu'on peut dire tous proactivité, Camon? Ok, c'est le terme qu'il utilise pour parler de la toute première habitude de 7 qui compose évidemment la substance de son livre. Alors, je voudrais passer à l'action pour présenter la petite démonstration de la proactivité, mais bien plus, alors que je suis en train de m'avancer vers la tige, je voudrais... Ouais, voilà, merci, c'est sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'il est en train d'essayer mon instrument, la proactivité, Stephen Covey est en train de l'expliquer d'une manière telle que il veut à ce que nous soyons avant-gardistes, allais-je dire. Ne pas être ceux qui attendent de subir un certain sort par les événements, mais plutôt être, allais-je dire, attentifs, sauter sur l'occasion au moment opportun, pour que nous ne tombions pas dans la politique de la victimisation. Ceux qui se réveillent quand la vie est debout sont ceux-là qui sont appelés à faire de grandes choses. C'est un peu dans ce sens-là que Stephen Covey est en train de parler de la proactivité. Alors c'est un simple mot, mais voyez combien, au travers de la démonstration musicale, ça peut encore et encore être incrusté dans notre esprit. Merci beaucoup de suivre la petite démonstration, mesdames et messieurs. Proactif, je te demande d'être. Ne sois pas de ceux qui subissent. Choisis le camp des guerriers. Tu ne seras pas surpris. Proactif, je te demande d'être. Ne sois pas de ceux qui subissent. Choisis le camp des guerriers, tu ne seras pas surpris. Ne dors pas quand la vie se lève, ne te lève pas quand la vie s'endort. Oh, oh, oh. Choisis le bon moment, agis avec conséquence. Oh, oh. Ne dors pas quand la vie se lève, ne te lève pas quand la vie s'endort. Oh, 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 oh. Choisis le bon moment, agis avec conséquence.
La vie appartient à ceux qui captent sitôt les choses. Ta lenteur dans la pratique te maintiendra au rabais si bas. Booste ton intellect et sois prompt à l'action. Oh, oh, oh. Pour actif, je te demande d'être. Merci. Vous savez, Merci beaucoup. vous savez, papa, Richard, tout ce qu'il a chanté, il a lu ça dans un livre. Si aujourd'hui nos compositions devenaient sorties des livres, qui deviendraient nos peuples instruits par la lecture. Non, mais je crois que ça, c'est une des très bonnes méthodologies aussi, hein, pour vraiment enseigner, pour cultiver, pour voilà, faire apprendre. Parce que, bon, avant ça, je pense que je suis en train de commettre un péché là. Je voudrais avant tout d'abord, en tout cas, dire sincères félicitations au maestro. Franchement, je crois qu'il mérite encore d'applaudissements. Eh oui, Mais félicitations. Quel talent, quel talent. On était là côte à côte, je ne savais pas que vous avez... Voilà. Quel talent. Ça, je ne pourrais jamais le faire, même si je commençais à apprendre la musique aujourd'hui. Vraiment, c'est... Non, mais je crois que moi à l'université, je faisais le droit à l'UPC, on avait un assistant qui est chef des travaux, Lobo. Il était enseignant, mais il avait aussi les dons de composition. Et d'ailleurs, lui, ce qu'il faisait des fois, il s'hasardait comme ça à prendre des matières de droit, à le faire un peu comme le pasteur l'a fait, à en faire de la musique. Parce qu'il se disait, mais écoutez, on a un pays où on reconnaît que le premier art dominant dans ce pays, c'est la musique. Tout le monde, en tout cas, le reconnaît que voilà, nous sommes un pays de la chanson, terre de la rumba et tout et tout. Donc tout le monde est enclin à écouter de la musique. Donc on pouvait aussi vraiment, ça ce sont des approches très pédagogiques, très, voilà, qui peuvent vraiment apporter un plus dans le sens de composition, dans le sens de ce qu'on propose. Aujourd'hui, la musique qu'on a, elle est forte, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne dans le sens où elle est un peu à critiquer parce que très souvent, cette musique est en train de détruire le mœurs, en fait. Donc, c'est une musique qui apporte beaucoup d'antivaleurs. Je crois qu'à 90% de la musique qu'on a en RDC, si on prend du côté musique profane, c'est cette musique-là qui vraiment détruit un peu le mœurs. C'est le sexe à longueur de journée, c'est voilà, de tout qui ne valent pas la peine. Mais si on met à côté la musique chrétienne et qu'on se dit du côté profane, si au moins le texte était des textes qui pourraient voilà, enseigner les bonnes mœurs, éduquer les enfants et tout, je crois qu'on aurait à beaucoup apporter. Je pense que les compositeurs comme vous avez aussi un grand rôle à jouer, c'est-à-dire voilà, comment prendre des matières qui sont là dans le livre et tout, et en faire de la musique pour la population. Et bon, on m'a lancé pour la musicalité. À travers la musique, hein. Moi je suis chrétienne, je me focalise plus sur le worship, mais quand on y met un peu de science dedans, ça permet en fait d'aller vers l'objectif que nous poursuivons. Donc nous savons que nous Africains nous aimons bien cette oralité là. Avec l'oralité nous apprenons plus. Juste pour appuyer Richard dans ce qu'il disait, j'ai tout de suite pensé à un cantique d'un frère que j'aime beaucoup, Papa Koul Matope, qui a écrit sur le travail. Voilà, c'est un titre que j'aime, que j'ai aimé. C'est bien fait, c'est bien travaillé, mais on vous dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est une recommandation de Dieu. Voilà, un peu dans ce sens-là, on apprend beaucoup de choses. Et là, je reviens sur le domaine spirituel, mais même sur le plan scientifique, on peut aller vers ces jeunes à travers la musique, parce que c'est un langage qu'ils comprennent plus facilement. Voilà. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour